Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, eh bien c'est tout simplement le paradis terrestre. On construit sans le savoir le paradis. C'est-à-dire un endroit où cette planète, quand on se promène, quand on la regarde, même à travers la télévision, on voit bien que c'est un paradis potentiel. L'homme, il fait, par son inconscience, la, la rend parfois à certains endroits des enfers, mais c'est juste les pulsions humaines qui conduisent à cela. Globalement, le monde, c'est un paradis. Même les zones de guerre actuelles, que ce soit en Palestine ou au Congo ou, en Ukraine, ben c'est des paradis en réalité à l'origine. Et donc c'est l'impact de l'homme, c'est l'inconscience, c'est la stupidité de l'homme tout simplement qui fait que on n'est pas encore capable d'évoluer autrement que par antagonisme, que pas totalement, disons, parce qu'on sait le faire, on sait évoluer, on sait envoyer des étudiants partout dans le monde, fédérer, faire des rencontres intercontinentales sur la philosophie, les mathématiques, la recherche, par le tourisme, on sait aller à la rencontre les uns des autres avec bienveillance, avec amour et tout, mais malheureusement, on est dirigé par des bourrins, il faut le dire, qui n'ont pas l'aptitude psychologique de dire il y a une autre façon d'évoluer. La confrontation, les coups de menton, les trucs comme ça, c'est nos testostérones qui parlent et c'est pas notre intelligence. Donc on dessert l'humanité, on va commencer à travailler autrement et à préférer la fraternité, à préférer la symbiose, à préférer voilà, le travailler de concert, etc. Mais ça va venir. C'est juste une question de temps. On est encore à ce stade de l'évolution. C'est comme si on était au stade de l'adolescence dans certains cas. Ces cas-là, c'est le psychisme de l'adolescent qui dit à son père « Non, toi, tu comprends rien, je n'ai pas besoin de t'écouter, je veux aller me bagarrer avec mes frères, avec mon frère, je veux le faire plier, etc., etc. » Voilà. Bon. Bref, c'est de la pathologie, tout simplement. Mais ces pathologies, on va en venir à bout. L'humanité en viendra à bout. Alors, cette perfection dont je parle, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais on est sur la route. Voilà. Et je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos pour bien le mesurer. Voilà. Alors, pour m'appuyer, pour démontrer cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des émissions de France Culture ou sur des livres, sur des ouvrages. Et ben là, c'est sur une émission de France Culture qui s'appelle Toute une vie, et c'est sur Hegel. Hegel, une vie sous le signe de la révolution. Et donc, c'est la 4e vidéo. Donc, je lance la vidéo et puis je commente éventuellement. Je fais des digressions. On lance. Là. Et voilà, c'est ça le paradoxe. Hein, c'est ça le paradoxe de ce livre, c'est que Là, c'est il contient déjà tout et en même temps, à la limite, Jean-Pierre Lefebvre qui parle, traducteur et il n'y a professeur encore rien. émérite. Il contient déjà tout et il est tenu aussi par la conscience que le tout c'est pour plus tard. Il y a une tension entre ces deux ambitions qui a rendu le livre difficile. Ça demeure un livre très difficile. Oui. Je suis très frappé. C'est très difficile, ça c'est vrai. Actuellement, Quelle que soit la traduction d'ailleurs, oui, la traduction d'Hippolyte ou la vôtre, en font un livre extrêmement compliqué. Voilà. Et il était frappé par quoi? On ne l'a pas entendu, c'est pas grave. Jean-Pierre Lefebvre, sur les enjeux de la phénoménologie, sur ce qui s'y joue réellement, de crucial pour la pensée de Hegel et pour nous autres lecteurs de Hegel, est-ce que, au fond, vous pourriez nous lire un texte, un extrait de cette phénoménologie et nous expliquer, au fond, pourquoi justement c'est important?
Oui, bon, c'est un enjeu pour tout le monde, effectivement, c'est un enjeu pour lui, hein, un enjeu vital. Il faut qu'il y arrive. Gaël est quelqu'un par rapport à Schelling, justement, qui a du mal à produire et réussir un premier livre, un gros livre, c'est un enjeu, au sens propre, hein. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il joue là sa carrière, sa philosophie. Sa pensée même, quoi. Sa pensée même, c'est une épreuve décisive, hein, C'est la grande différence avec aujourd'hui, avec Internet. Ben moi, je sais pas écrire. C'est extrêmement laborieux, c'est très compliqué. C'est pas devenu un ouvrage abordable facilement. C'est touffu quand on arrive sur le site Mécanique universelle. C'est pour ça qu'il est fait aussi sous cet angle-là. On peut y arriver par n'importe quel endroit, et puis on en a un petit bout, mais ça peut pas faire une œuvre, quoi. Mais par contre, avec Internet, c'est génial. Si, voilà, c'est un des avantages, et si Hegel était présent, il aurait certainement utilisé Internet vraiment propre du terme décisive. Bon, c'est un enjeu pour le lecteur aussi, un peu dans la même mesure, l'idée d'arriver jusqu'au bout, de comprendre les choses plus ou moins, etc. C'est un enjeu, une épreuve pour celui qui se dit que pour continuer à penser, il faut s'être soumis à cette difficulté-là, hein. C'est une espèce d'examen de passage, avec d'ailleurs un risque, c'est qu'il n'est pas du tout nécessaire que tout le monde comprenne, et la difficulté du texte fait que c'est peut-être pas un bon livre de ce point de vue. Il peut décourager. Alors, il peut décourager, mais c'est justement ce que j'ai fait certainement par nécessité, parce que je ne sais pas bien écrire, mais je voulais à tout prix que ça soit quelque chose de simpliste, de naïf, d'abordable, que ces écrits, que la façon de parler, de penser soit simple, comprise tout de suite. En fait, voilà, je veux pas qu'il y ait de choses dissimulées derrière ces pensées. C'est pas une œuvre hermétique. Je voulais surtout pas faire quelque chose comme ça. Encourager les gens de manière indue, hein. Je veux dire que il n'y a rien à reprocher intellectuellement à quelqu'un qui a un mal de chien à comprendre ce texte. De ce point de vue, ça peut être un danger finalement de le lire. Et puis c'est un enjeu bien sûr pour tous les interprètes de la pensée de Hegel aujourd'hui, et puis pas seulement de la pensée de Hegel, mais de ce qui s'est développé après. Ce sont des choses qui continuent de vivre, et donc un peu comme dans l'histoire du Big Bang, enfin ce qui se passe à un certain moment du processus et le plus près possible du début est décisif pour la compréhension de ce qui suit. Et donc les gens qui essaient de comprendre l'ensemble de la philosophie de Hegel accordent une très grande importance à ce texte, et il y a un enjeu dans l'interprétation du texte. Bon, alors l'enjeu, c'est souvent ce qui est le but, c'est la cible qu'on vise. Et de ce point de vue, les pages qui ont le plus d'intérêt sont bien sûr les pages de la fin. Voilà, alors j'ai lu que ça, d'ailleurs. Intuitivement, j'ai lu les chapitres et j'ai vu Esprit absolu. Et ben voilà, je suis allé là-dedans, absolu, ça m'a tout de suite attiré. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre Lefebvre, professeur émérite, etc., la façon de parler, elle est abordable, elle est simple. Et là, c'est de la grande classe. Moi, je suis dans le naïf et le simpliste et le touffu du naïf. Mais là, c'est des gens qui arrivent à être complètement compris par tout le monde. Et ça, c'est grandiose, quoi. Voilà. Et puis, ils se mettent au service d'une œuvre. C'est toujours assez long, les lectures de Hegel. On ne peut pas se contenter de lire un paragraphe, comme c'est le cas. Faites-nous une longue lecture de Hegel. Donc on est à la page 762 de la première édition, c'est-à-dire assez près de la fin, puisque l'ouvrage s'achève page 765, c'était des pages assez petites. Dans le savoir,
L'esprit a donc clos le mouvement de son affiguration dans la mesure où celle-ci est affectée de la différence indépassée de la conscience. Il a conquis l'élément pur de son existence, le concept, le contenu selon la liberté de son être et le soi-même qui s'aliène, ou encore l'unité immédiate du se savoir soi-même. C'est le Se mouvement savoir pur de soi-même. cette aliénation qui constitue, si on l'examine quant au contenu, la nécessité de ce contenu. Alors ça va être intéressant. Peut-être que ça sera intéressant de faire des vidéos à partir de la dernière partie de la phénoménologie plus tard. Et de voir de le rapprocher avec la théorie de la mécanique universelle, justement. Parce que ce savoir lui-même, ce savoir soi-même, donc pas dans l'humanité, si on prend l'humanité dans son ensemble plutôt qu'un être humain, c'est pas un être humain, c'est l'humanité qui se sait elle-même, donc on n'est pas loin de cet état. Et quand elle comprendra ce qu'on doit réaliser, ben elle se saura elle-même. Elle aura compris que tout le parcours, le but, c'était, il y avait quelque chose de défini. Il y avait une raison à cette évolution, au fait qu'on soit séparé des autres primates, qu'on ait pris un autre envol, etc. Et pourquoi ça devait se faire comme ça. Donc c'est ça, ce savoir soi-même, en somme. Pour moi, hein. Mais ça sera très intéressant de le faire avec la Le contenu phénoménologie. divers est, en tant que contenu déterminé, dans le rapport et non Contenu pas en déterminé. soi. Et son inquiétude Et il va est falloir que de je plonge. s'abolir lui-même, ou encore il est la négativité. La nécessité ou diversité, de même qu'elle est l'être libre, et donc tout aussi bien le soi-même, est dans cette forme otique où l'existence est immédiatement pensée, le contenu est concept. Alors, ce qui est dommage, c'est que je pense que ça a été un traducteur, Jean-Pierre Lefebvre, c'est un des traducteurs. Il y a moyen sans doute de le traduire en langage populaire, peut-être banlieusard même, à la limite. Un langage argotique, je ne sais pas, un truc qui fait qu'on le capte direct. Mais c'est impossible pour en faire un livre, quoi. La société ne l'accepterait pas parce que ça voudrait dire mettre des mots autre que ce qu'a écrit Hegel. Mais en même temps, il faudra le faire. Dès lors donc que l'esprit a acquis le concept, il déploie l'existence et le mouvement dans cet éther de sa vie et est science. Les moments de son mouvement ne s'exposent plus en celle-ci comme des figures déterminées de la conscience, mais dès lors que la différence de celle-ci est retournée dans le soi-même, il s'expose comme des concepts déterminés et comme le mouvement organique est fondé en soi-même de ceci. Ça, c'est l'extase. Si dans la phénoménologie de l'esprit, chaque moment est la différence du savoir et de la vérité, ainsi que le mouvement dans lequel cette différence s'abolit, la science, en revanche, ne contient pas cette différence et son abolition, mais dès lors que le moment a la forme du concept, il réunit en une unité immédiate la forme objectale de la vérité et du soi-même qui sait. Le moment n'entre pas en scène comme ce mouvement de passage. Le soi-même qui sait, c'est dans l'extase, le soi-même sait. Mais par contre, ça passe plus par la science, par le concept, par l'intelligence. C'est une autre conscience. C'est une conscience d'appartenir à ce tout. C'est une conscience. C'est les organes qui sont conscients de tout, de la totalité. Incessant de la conscience ou de la représentation dans la conscience de soi et inversement, mais sa figure pure et libérée de son apparition phénoménale dans la conscience, le pur concept et son mouvement de progrès ne sont suspendus qu'à sa déterminité pure. Et inversement, à chaque moment abstrait de la science correspond une figure de l'esprit dans son apparition phénoménale.
De même que l'esprit existant n'est pas plus riche qu'elle, il n'est pas non plus, dans son contenu, plus pauvre qu'elle. La connaissance des purs concepts de la science dans cette forme de figure de la conscience constitue le côté de sa réalité selon lequel son essence, le concept, qui en elle est posé comme pensée J'ai dans sa déconnecté là. médiation J'ai pensé à simple, autre chose. désarticule les moments de cette médiation et s'expose selon l'opposition intérieure. La science contient en elle-même cette nécessité de se défaire de la forme du concept pur, ainsi que le passage du concept dans la conscience. L'esprit qui se sait, en effet, précisément en ce que et parce qu'il appréhende son concept, est l'identité immédiate avec soi-même qui, dans sa différence, est la certitude de l'immédiat, ou encore la conscience sensible, le commencement dont nous sommes partis. Ce La congédiement de conscience soi sensible. hors de la forme de son soi-même est la liberté et l'assurance suprême de son savoir de soi. Pourtant, cette aliénation est encore imparfaite. Elle exprime la relation de la certitude de soi-même à l'objet qui, précisément, en ce qu'il est dans la relation, n'a pas conquis sa liberté pleine et entière. Parce qu'on pense Le encore. savoir ne se connaît pas seulement soi-même, mais connaît aussi le négatif de soi-même, ou encore sa limite. Savoir sa limite signifie savoir se sacrifier. Ce sacrifice est l'aliénation dans laquelle l'esprit expose son devenir esprit, dans la forme de la libre événementialité contingente, en contemplant son pur soi-même comme le temps, souligné, hors de lui, et pareillement son être comme espace. Ce dernier devenir qui est le sien, la nature, et son devenir immédiat vivant. La nature, l'esprit aliéné, n'est rien d'autre dans son existence que cette éternelle aliénation de sa pérexistence et le mouvement qui produit le sujet. L'autre côté de son devenir, cependant, l'histoire, est le devenir qui sait et se fait savoir en s'intermédiant, l'esprit aliéné au temps. Mais cette aliénation est tout aussi bien aliénation d'elle-même, le négatif est le négatif de lui-même. Ce devenir présente un mouvement paresseux Faut être et une vraiment indolente concentré. succession d'esprits, une galerie d'images dont chacune est pourvue de la richesse complète de l'esprit et ne se meut précisément de si indolente façon que parce que le soi-même doit pénétrer et digérer toute cette richesse de sa substance. Dès lors que son achèvement consiste à savoir parfaitement ce qu'il est, c'est-à-dire sa substance, ce savoir est son entrée en soi, dans laquelle il quitte son existence et lègue sa figure au souvenir. En cette entrée en soi-même, il est enfoncé dans la nuit de sa conscience de soi, mais son existence disparue est conservée dans cette nuit et cette existence abolie, enlevée et mise de côté, ce qu'il y avait antérieurement mais nouvellement né du savoir, et la nouvelle existence, un nouveau monde et une nouvelle figure de l'esprit, en laquelle il doit, de façon tout aussi ingénue, recommencer depuis le début par son immédiateté, puis, partant d'elle, s'élever et devenir grand, comme si tout ce qui précédait était perdu pour lui, comme s'il n'avait rien appris de l'expérience des esprits d'avant. C'est incroyable parce que c'est exactement ça. La mécanique universelle explique vraiment ça. On va vers comme si toute la partie technologique ou on pourrait dire psychologique où on s'analyse, où on comprend l'homme, pourquoi tout ce qu'on pense, enfin tout ce qui est théorique, tout ce qui fait que on n'est pas soi, on n'est pas en état de contemplation, d'extase, on doit penser, etc. Tout ça, on devra l'abolir, mais il aura fallu passer par toute cette étape, la technique, la technologie, l'intelligence, la réflexion, l'analyse, etc. Tout ça, c'était les outils, mais dont il va falloir se débarrasser, dont on se débarrassera, quoi. L'accession à la perfection, on abolira tout ça, mais on ne reviendra pas à l'état primate ordinaire, on sera
on aura profité de toute cette technologie pour faire un monde, pour écarter tout ce qui empêche le primate naturel, nos cousins chimpanzés, d'être en état d'extase. C'est-à-dire, ils doivent se bagarrer pour la domination, ils sont en compétition, il y a de l'agressivité en permanence dans la troupe, ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont soumis aux prédateurs, etc. Donc ils sont sur le qui-vive. Ils ne peuvent pas être dans une extase permanente. Peut-être qu'ils touchent l'extase par moment, mais ils ne sont pas dans cette extase permanente. Et nous, l'humanité, elle veut atteindre intuitivement cette extase permanente. Donc il faut qu'elle ait écarté tous les dangers possibles, qu'elle ait écarté toutes les pulsions qui font qu'on a besoin d'être en compétition, de se battre pour la domination, qu'on ait enlevé toutes nos pathologies, quoi, en gros, et voilà, bref, et qu'on vive dans un endroit de sérénité absolue, qu'on n'ait plus du tout de crainte. Et là, on peut être en extase permanente. Et c'est ce qu'on cherche à atteindre. Mais le souvenir, en ce qu'il est intériorisation, a conservé cette expérience. Il est l'intérieur et la forme bel et bien supérieure de la substance. Si donc cet esprit reprend au commencement son éducation et sa culture, en semblant ne partir que de lui-même, c'est en même temps à un degré supérieur qu'il commence. Le royaume des esprits qui s'est formé de la sorte dans l'existence constitue une succession dans laquelle un esprit a pris le relais de l'autre et où chacun a pris en charge du précédent le royaume du monde. Son but est la révélation de la profondeur et celle-ci est le concept absolu. Cette révélation, partant, est l'abolition de sa profondeur, ou encore elle est son étendue, la négativité de ce je qui est en soi, laquelle est son aliénation ou sa substance, et son temps est le temps que cette aliénation s'aliène chez elle-même, et soit dans son étendue tout aussi bien que dans sa profondeur, pour le soi-même. Le chemin qui mène à ce but, au savoir absolu, ou encore à l'esprit qui se sait comme esprit, est le souvenir des esprits tels qu'ils sont chez eux-mêmes et accomplissent l'organisation de leur royaume. Leur conservation, selon le côté de leur libre existence dans son apparition phénoménale sous la forme de la contingence, est l'histoire, tandis que du côté de leur organisation comprise de manière conceptuelle, c'est la science du savoir dans son apparition phénoménale. L'une et l'autre réunies ensemble, l'histoire comprise conceptuellement, constitue le souvenir et le Golgotha de l'esprit absolu, l'effectivité, la vérité et la certitude de son trône, sans lequel, il serait solitude sans vie. C'est seulement du calice de ce royaume d'esprit que monte à lui l'écume de son infinité. Voilà, donc un texte très, très poétique, très rhétorique, fait penser à Bossuet un peu par moments, et qui est le texte d'une certaine manière Bossuet résumé a l'air d'être important. Et je ne connaissais pas. Parmi les enjeux, il y a aussi la nécessité de revenir au commencement. On va important, il faudrait, faire en sorte que tout ce chemin soit fait pour recommencer d'autres cheminements et surmonter la contradiction qu'il y a à avoir fait le chemin, donc à avoir un passé, une histoire, etc. Je pense que la mécanique universelle est susceptible d'expliquer limpidement les propos de Hegel. Là, il faudrait que je rencontre un hegelien, voilà, quelqu'un qui connaît très bien Hegel et qu'on puisse confronter enfin, voilà, travailler de concert avec les concepts de la mécanique universelle pour voir comment ils peuvent éclairer ce travail considérable, cette œuvre magistrale de Hegel. Et quelque chose qui est une vie, qui nécessairement
commence en deçà de ce chemin qui refait les expériences de la nature sensible, qui repasse La par nature toutes sensible, voilà. Revenir corrections successives, écarté. abolitions d'erreurs premières qui sont toujours les premières figures de la vérité. Donc, Les face au erreurs chemin qui fondamentales, va de la obligatoires. certitude sensible à la perception, puis au raisonnement de Voilà, l'entendement, puis à la conscience de soi qui débouche dans la complètement. raison qui débouche dans l'esprit, et l'esprit qui débouche dans l'esprit absolu. Mais ce que Voilà. montre Et justement l'esprit absolu, c'est bien ce retour à l'origine qui est la sensation absolue. Voilà, on est à l'origine, notre origine primate naturelle, c'est la sensation fondamentale, c'est ça qui fait le nerf de tout ce qui est vécu quand nous étions des primates naturels. C'était la sensation qui était là. Puis il y a eu toute la construction derrière pyramidale qui monte dans l'esprit, la conscience de soi, l'analyse, la réflexion, l'intelligence, la raison, etc., jusqu'à revenir à quelque chose, mais qui est délié ce passage, des enfin cette problèmes de fin la nature. du texte, c'est que ça ne se termine pas dans une espèce d'apothéose, un peu comme la Divine Comédie, mais d'une certaine façon, on revient très clairement, c'est répété. On revient au temps, on revient à On l'histoire, revient à l'histoire, oui. et d'une certaine façon, on revient à la vie. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, à ce travail de réflexion sur l'évolution de l'humanité, pourquoi c'est important de prendre conscience que l'humanité va vers sa perfection et pourquoi c'est intéressant de le... Vous pouvez donc vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez aller visiter la mécanique universelle. Il y a toujours un lien en dessous des vidéos. Voilà. Merci de votre écoute et puis à très bientôt. Merci.